Bonjour à tous, donc Mathilde François, je suis chef de clinique à l'université Versailles-Saint-Quentin, comme on vient de vous dire, et j'ai le plaisir de vous présenter une étude qui n'est pas complètement terminée, mais vous n'aurez pas tous les résultats aujourd'hui, mais ce n'est que pour mieux revenir une prochaine fois, bien entendu. Donc la top 5 list française en médecine générale. Alors, pourquoi cette thématique? Déjà, il faut remonter un tout petit peu plus loin. On est sur Barack Obama et la réforme de son système de santé. 2009, l'Obamacare. Et pour réformer son système de santé, Barack Obama demande à ce que des études soient faites aux États-Unis pour mieux comprendre les dépenses et la qualité des soins sur son territoire. Et là, donc, ils se sont basés sur des bénéficiaires du Medicaid. Donc, on est sur une population qui a un revenu équivalent. Ils s'aperçoivent qu'il y a des territoires que vous voyez ici en rouge qui sont extrêmement coûteux, alors qu'au contraire, les territoires en jaune, le coût de la santé est moindre pour une qualité des soins qui est identique. Donc, en cherchant un petit peu plus loin, ils se rendent compte que finalement, c'est la surmédicalisation qui est responsable de ces différences de coûts et qu'à peu près 30% des soins relèvent de la surmédicalisation. 3 ans après, un monsieur qui s'appelle Brody fait son plaidoyer et demande à ce que dans toutes les spécialités de tous les pays, il y ait la réalisation de ce qu'il appelle des top 5 lists, c'est-à-dire des listes de 5 procédures de soins, que ce soit des médicaments ou des bilans, qui sont fréquemment prescrits au sein d'une spécialité, et ce malgré une balance bénéfice-risque déficitaire. Des top 5 listes en soins primaires, il y en a eu plusieurs, 6 pays exactement. Et quand on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'en faire une en France? Et on a étudié un petit peu ces top 5 listes, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans les pays limitrophes, si on regarde par exemple l'Italie et la Suisse, il y a 3 items sur les 5 en commun. Ces items sont la prescription d'antibiotiques dans les infections des voies respiratoires supérieures, la prescription d'une imagerie lombaire dans les dorsalgies aiguës, malgré l'absence de points d'alerte, et l'utilisation des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, donc au long cours. Pour ce qui est des Canadiens et des Américains, il y avait 4 items sur 5 qui étaient identiques. Encore une fois, les antibiotiques, encore une fois, l'imagerie dans les dorsalgies aiguës, et s'ajoute la réalisation des frottis cervico-utérins chez les patients de moins de 21 ans, puisque dans les recommandations à eux, c'est 21 ans, là où nous sommes à 25, et la réalisation d'un électrocardiogramme chez les patients qui n'ont pas de symptômes cardiovasculaires et qui sont à faible risque. Donc, en étudiant bien ces 6 listes, en fait, il y a 2 items qui sont présents. Ce sont les plus présents sur 4 listes en majorité. Donc, on les a vus, c'est l'antibiothérapie et l'imagerie. Mais aucune liste n'est vraiment identique. Et surtout, la toute dernière qui a été faite par les Anglais ne contient aucun item que les autres listes ne contiennent. Donc, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de faire notre liste à nous en médecine générale en France. Et quand on est ici, on a parlé tout à l'heure des patients. Il y a une chose qui ressort dans toutes ces top 5 listes qui ont été faites, que ce soit en médecine générale ou pas, ou les autres spécialités, c'est que les patients leur demandent très peu leur avis dans l'élaboration de ces top 5, et c'est une faiblesse qui a été reconnue dans la quasi-intégralité des top 5 listes réalisées jusqu'alors. Notre objectif principal était donc d'identifier la top 5 list issue de l'opinion de médecins généralistes, et nous avions 2 objectifs secondaires qui étaient d'identifier la top 5 list issue de l'opinion de patients et d'analyser les discordances ou les concordances entre ces 2 listes. Comment nous avons fait pour faire cela? Donc, nous avons procédé par ce qu'on appelle une enquête Delphi dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est? Nous avons demandé donc à 40 médecins, 30 médecins généralistes du réseau Sentinelle, qui est le réseau qui porte cette étude, qui est un réseau de médecins généralistes investigateurs, et 10 médecins généralistes universitaires dont on savait qu'ils avaient une appétence pour la surmédicalisation. Je remercie ceux qui sont dans la salle d'ailleurs. On leur a demandé, dans un premier temps, de nous fournir une liste, tout ce qu'ils pensaient relever de la surmédicalisation, comme ça. Vraiment, fournissez-nous tout ce que vous pensez. On avait décidé que cette liste, pour des raisons de faisabilité pour nos médecins, ne devait pas dépasser 100, et que si jamais il y avait beaucoup trop d'items, on serait amené à supprimer ceux qui n'étaient cités qu'une seule fois. C'est un choix qu'il fallait faire au départ pour la faisabilité de l'étude. Une fois que cette liste était créée, on demandait à nos médecins de noter chacun des items, d'abord sur la balance bénéfice-risque, ensuite sur la fréquence des prescriptions. Et cela nous permettait, par un algorithme qu'on avait décidé avant l'étude, de faire un premier processus de sélection et de remettre une deuxième fois au vote ces mêmes items. Mais cette fois-ci, on donnait aux médecins les résultats du vote antérieur, ce qui leur permettait de pouvoir comparer leurs résultats par rapport aux autres et de pouvoir décider si oui ou non ils changeaient d'avis. Une fois qu'on a fait cela, avec un algorithme toujours qui était décidé avant l'étude, nous avons sélectionné les 15 services qui relevaient selon nos médecins le plus de la surmédicalisation.
et nous les avons laissés se reposer un petit peu, et nous avons travaillé, et nous avons réalisé une synthèse de la littérature de ces 15 services sélectionnés, et ce grâce à notre collaboration avec l'Université Versailles-Saint-Quentin. Ça a pu faire 17 internes de médecine générale, donc ont réalisé leur thèse d'exercice sur cette thématique. Ces internes ont donc tous réalisé une synthèse de la littérature, et nous ont fourni des résumés. Et c'est là que les patients entrent en jeu. Donc il y a une première partie qui sont des résumés pour les médecins, et une deuxième, c'est là où on est encore dessus maintenant, donc des résumés pour les patients. Et l'idée, c'était de voir, donc, en partant des mêmes données, avec ces résumés, donc il y a ce qu'on pense nous, et il y a maintenant ce que nous dit la littérature, pour que les médecins puissent choisir leur top 5 fort de ces informations supplémentaires. Pour ce qui est des patients, nous avons choisi de travailler avec les patients de la cohorte GrippNet, qui est une cohorte de surveillance de la grippe en population générale, et qui est une cohorte qui est aussi diligentée par le réseau Sentinelle. Alors pour les résultats, nous avons donc élaboré notre première liste de départ. 166 services ont été notés par les médecins. Alors un service, il peut avoir plusieurs indications, notamment par exemple si on prend les antibiotiques, ça peut être dans les infections des voies respiratoires supérieures, mais également dans l'otite séromuqueuse. Donc un service peut avoir plusieurs indications, ce qui nous faisait 436 services, couple service-indication. Comme indiqué tout à l'heure, c'était un peu trop, donc on a enlevé tout ce qui était cité qu'une seule fois, et nous avons obtenu 93 services que les médecins ont pu noter. Nous avons éliminé les services les moins bien notés, et nous sommes arrivés donc à 50 services pour 91 indications. Et la deuxième étape de sélection a eu lieu. Et là, on remercie vraiment tous les médecins. 100% des médecins, les 40, ont participé. Nous avons réalisé les synthèses de la littérature et les résumés des synthèses version médecin, dont je vais vous présenter ici, enfin, c'est une présentation très succincte, mais pour vous montrer un petit peu, donc ils sont homogénéisés. Pour chacune d'entre elles, on a présenté les recommandations. On a une partie épidémiologie pour bien montrer la fréquence, 1, de la pathologie, et 2, quand on l'a, des prescriptions. Toute la partie qui est le résumé de la littérature avec l'efficacité et la tolérance des traitements. Et puis, toute une partie également sur le coût pour l'assurance maladie de chacune de ces prescriptions. Nous avons donc la synthèse, la liste finale des médecins généralistes. Donc je vais discuter ces résultats en même temps que je vous les présente. Donc le premier item qui est ressorti, c'est l'antibiothérapie dans les bronchites aiguës, grippe non compliquée, otite séromuqueuse et rhinopharyngite aiguë. Cet item, et donc comme on l'a vu tout à l'heure, il a déjà été cité dans 4 autres top 5 lists, donc c'est 5 top 5 lists sur 7 maintenant en médecine générale qui ont cité les antibiotiques, qui sont donc une cible vraiment prioritaire pour les médecins. Le deuxième item qui est ressorti, c'est le dosage des PSA chez l'homme asymptomatique de plus de 50 ans dans le dépistage systématique du cancer de la prostate. Les Suisses avaient également cet item dans leur top 5. Nous sommes les premiers à avoir dans notre top 5 les anticholinésterasiques et la mémantine dans les troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer. Nous sommes également les premiers à avoir les statines en prévention primaire des maladies cardiovasculaires chez le sujet âgé. Il y a un petit parallèle avec les Anglais qui, eux, ont le dosage du cholestérol chez les patients sous statine en prévention primaire. Donc c'est une manière un petit peu différente de voir la surmédicalisation avec les statines. Et puis, enfin, le dernier qui était les benzodiazépines et apparentés à visée anxiolytique et hypnotique, où nos collègues australiens et italiens avaient déjà nominé, on va dire. Donc, quelles sont les perspectives de cette étude ? Et bien sûr, il faut poursuivre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie des patients est extrêmement importante. Et donc, nous sommes pour l'instant en train de rédiger ces résumés de patients. Nous aimerions ensuite, parce que faire une liste de 5 pour une liste de 5, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que ça y ait une efficacité pour les médecins dans la pratique, pour les patients dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est de créer des outils d'aide à la décision partagée et de voir si, dans une étude interventionnelle, ces outils d'aide à la décision permettent de limiter ces prescriptions. Et en fait, l'idée, c'est que s'il y a un désaccord entre les listes médecins et patients, ce qui est possible, c'est que, en fait, si on part d'un item qui est cité par les patients, on pourra avoir une efficacité qui soit meilleure que si c'est une priorité plutôt des médecins. Et ça, ce serait pour nous un point d'entrée qui est vraiment important, c'est qu'à chaque fois, on part de ce que nous, médecins, on pense important, et que peut-être, en fait, si on partait de ce que les patients pensent important, on y arriverait beaucoup mieux. Je voudrais bien entendu remercier l'assurance maladie, parce que je ne l'ai pas cité pour l'instant, mais l'assurance maladie a financé notre étude suite à la réponse à un appel d'offres. Elle n'a pas participé à l'élaboration du protocole, mais l'a financé tel qu'elle a accepté de le financer dans le protocole. Le CESP, qui a également financé cette étude, et bien entendu tous les médecins investigateurs qui nous ont permis de mener ce projet à bien. Je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai tenu le temps. Voilà.
Ah, 10 minutes, bravo. encore plus de questions, chouette. Donc on va passer la parole à la salle pour les questions qui sont les bienvenues. C'est très simple. Quand aura-t-on le résultat concernant les... Bonjour, bon, j'ai participé à l'étude Oui. parmi les 10 universitaires. Quand aura-t-on le résultat concernant les patients? Ah, j'aime bien cette question. Alors, en fait, en ce moment, on est vraiment en train... On pensait que ce serait plus rapide de faire les résumés patients, en toute honnêteté. Mais on se rend compte que c'est très difficile et surtout, on n'a pas, nous, les atouts pour le faire. Et on est en train d'essayer de voir avec la CNAM qui finance. Pour l'instant, on n'a pas dû trouver le bon interlocuteur. On patauge un peu. On est en train d'essayer de voir aussi avec j'ai oublié la DPPS, merci Lucie, pour essayer de voir si... Parce qu'ils ont dans leur rang des gens qui savent écrire pour les patients. Et donc, on aimerait bien pouvoir travailler avec eux pour écrire ces résumés. Donc, pour l'instant, on avance. On espère avoir les résultats pour fin juin. Le site Internet avance bien, puisque tout ça est fait sur Internet pour les médecins, donc les patients, ce sera pareil. Les résumés avancent, mais on aimerait vraiment les faire relire par des gens qui ont l'habitude de discuter, d'écrire pour des patients. Et donc ça, on cherche encore des gens qui voudraient bien. C'était avec les mêmes 93 non recommandés. Enfin, on partait des mêmes données avec des groupes Delphi. En fait, du coup, alors ça, c'est un choix qu'on a fait. Qui est discutable, on en a beaucoup discuté, mais on part des 15 ici. On part des 15 qui ont été sélectionnés par les médecins. Voilà, c'est un choix, vraiment c'est un choix compliqué celui-là, mais en fait en parallèle de ça, on mène d'autres études à l'université Versailles-Saint-Quentin sur la surmédicalisation, et notamment une qui est qu'est-ce que la surmédicalisation en population, enfin pour nos patients, et qu'on a interrogé. Et en fait on s'est rendu compte que c'est un terme qui est extrêmement abstrait, qui parle pas du tout, et que beaucoup n'ont pas la notion que ça puisse exister. Donc du coup, d'aller demander et de faire une enquête sur des patients, qu'est-ce qui pour vous relève la surmédicalisation, alors que cette notion est susceptible de ne pas exister, on s'est dit que c'était peut-être très compliqué. Et donc, on a fait ce choix, et vraiment, on en a discuté vraiment très très longtemps, on a fait ce choix de faire intervenir les patients vraiment à ce niveau-là, une fois qu'on a sélectionné les 15 services, qu'on a des résumés de la littérature à leur proposer pour être vraiment factuels et leur dire bah, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on prescrit, ce que les médecins jugent prescrire fréquemment, et quels en sont les intérêts, quels en sont les bénéfices, et quels en sont les risques. Voilà, donc c'est un choix. Il y a combien de patients Alors dans la cohorte GripNet, il y a un peu plus de 3500 patients. C'est une cohorte qui a été souvent stimulée entre guillemets par le réseau Sentinelle pour répondre à des questionnaires de santé. Notamment il y a 2-3 ans sur une épidémie de listériose où on a pu trouver grâce à eux que ça venait du fromage. Et à ce moment-là, on a des répondants qui sont plus de 80%. Quand on leur demande si les études leur plaisent, si on arrive à bien leur présenter, on peut avoir des très forts taux de réponse. Donc on a de bons espoirs de dépasser 1000 patients qui participent. Merci. D'autres questions? Oui. Madame de Félix. Oui, bonjour. Je suis patiente, présidente d'une association de malades, et je voulais vous indiquer, puisque vous cherchez des gens qui savent rédiger pour les malades, que nous avons créé à l'INSERM un groupe de relecteurs des protocoles d'essais cliniques, et que tout le travail justement est d'écrire pour les malades et de faire comprendre aux malades. Donc éventuellement... Est-ce que la joie se lit dans mes yeux, madame? Ma collègue a noté. D'autres questions? Oui, Hector aussi. Tu te présentes. Alors, je me présente, André Benbagneux, du coup, médecin généraliste. Ah, allô. C'était en fait, je voulais savoir, c'était quoi le travail exact des 17 internes, enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement?
Ah ouais. Donc André Nguyen Vagneux a demandé quels étaient le travail exact des 17 internes. Je répète pour la caméra et l'enregistrement. Alors, du coup, le travail exact de nos 17 internes, c'était de faire la revue de la littérature et de fournir les résumés. Donc, c'était vraiment un travail de revue de la littérature. On leur a demandé d'éplucher. Donc, ils ont fait vraiment ils ont fait comme une revue Cochrane. On leur a vraiment demandé de faire ça. Ils ont été formés pour ça. Ils ont eu plus de 3 jours de formation. Ils ont été rencontrer les bibliothécaires de la BIUM. Ils sont énormément investis dans le projet. C'était vraiment très plaisant. Et donc leur travail, c'était justement de faire la revue de la littérature. Alors, c'était pas classique comme revue de la littérature, où on a déjà sélectionné la méta-analyse de la meilleure qualité. C'est ça qu'on leur demandait, donc vraiment, quand il y avait des méta-analyses. Et en l'occurrence, il y en avait quasiment partout, et quand il n'y en avait pas, c'est qu'il n'y avait pas d'études. Donc comme ça, c'était assez tranquille. Et donc, ils ont été les noter, chacune de ces méta-analyses, et pour vraiment récupérer la meilleure sur le sujet, pour répondre vraiment à la question qui était précisée, et après, et leur travail était de faire les résumés. Tu supervisais les 17 ou non? Vous êtes répartis ça? Alors, du coup, moi, j'ai supervisé les 17, oui. Et donc, il y a eu 15 directeurs de thèse pour les 17. J'en ai dirigé moi-même directement que 2. Sinon, les 17, c'était trop lourd. Oui. Voilà. Un peu... Oui, il y a d'autres questions. Bonjour, Jean-Baptiste Blanc, médecin généraliste à Paris. En fait, j'ai 2 questions un peu anecdotiques. La première, c'est, tu appelles ça top 5 list. Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le programme Choisir avec soin? Oui. D'accord. Est-ce que ça c'est associé à ça ou... Non. Alors oui, ça a complètement à voir avec le programme Choosing Wisely. On s'est rapproché de Choosing Wisely, bien évidemment. Simplement, Choosing Wisely n'a qu'un seul interlocuteur par pays. Et donc Choosing Wisely nous a dit, rapprochez-vous de la FHF, Fédération Hospitalière de France. On a oscillé, on a rencontré et on a décidé qu'on ne ferait pas avec. Voilà. Et donc ma deuxième question, donc tu parles d'outils de prise de décision partagée. Donc j'aimerais mieux comprendre le processus où tu arrives à une top 5 liste et en face de chaque item, tu mets au point un outil qu'on pourra utiliser en consultation. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, oui, exactement. Donc là, on est arrivé sur des outils. On a du coup le gros du travail est fait puisque les revues de la littérature sont faites. On a les données, on a tout, et maintenant il faut le mettre sous un format qui puisse être un format qui permette une discussion entre le patient et le médecin au cours d'une consultation pour décider si oui ou non le traitement est indiqué ou pas. Il y a Hector qui a une question. Oui, la SFTG a fait il y a quelques années une étude d'intervention pour évaluer un outil de prise de décision partagée sur la prescription de PSA, qui était basé un petit peu sur une présentation comme les fiches que tu as montrées. Et ce qu'on a vu, c'est que ça fonctionne chez les personnes éduquées et qu'il y avait un vrai gradient, c'est-à-dire que les gens qui ont un moindre niveau d'études ont du mal à décider des choses. Pour eux, c'est comme ce que tu disais au début, dépistage, ça ne peut être que bien. La médecine, ça ne peut être que bien. Donc, est-ce que vous avez une réflexion sur comment faire en fonction des capacités des gens à s'approprier les données quantitatives? En fait, c'est une excellente remarque. Et je dirais que c'est pour cela qu'on s'est dit que la liste patient était vraiment indispensable et que nous, là où on jugeait que les PSA étaient prioritaires, parce qu'on en prescrivait beaucoup et parce qu'on se rendait compte qu'il y avait énormément de surmédicalisation pour pas d'amélioration au niveau de la mortalité, on s'est dit qu'il fallait partir du coup d'une liste patient et que là, on avait peut-être plus de chances d'y arriver. Mais ça répond que partiellement à cette question, j'en ai bien notion. Mais c'est pour l'instant le point par lequel on a décidé d'attaquer ce problème-là. Vraiment d'attaquer les priorités, de voir s'il y a une différence quand la priorité est citée par les médecins ou quand elle est citée par les patients. Notre question là-bas. Une minute. Alors, en moins d'une minute, Philippe Schilliger, Prescrire. J'ai bien compris l'enchaînement pour arriver à 15. Je me disais, par contre, plutôt que de demander
une contre-liste par les patients, si ce n'était pas fonctionnel de faire des focus group pour chacune des 15 situations. Parce que autant, est-ce que ça n'est pas plus une question d'appréhension de la situation par les patients plutôt que de fournir une liste de surmédicalisation par les patients? Et il me semble que peut-être le travail serait moindre de faire un focus group pour chacune des 15 situations. Puisque ça rebondit sur la question d'Hector Falcoff, sur la compréhension par les patients de la problématique. Alors, on est dans une question où on aimerait recueillir l'avis du plus grand nombre, ce que nous offrira pas forcément le focus group. Je pense que c'est deux informations complémentaires, mais je suis pas sûr que l'une permette de s'absoudre de l'autre. Donc autant, ce qui est prévu aussi, c'est de demander les raisons des choix quand on va faire l'enquête. On va essayer de comprendre, et tout comme on va refaire cette démarche auprès des médecins investigateurs pour essayer de comprendre ce qui a motivé leur choix. Autant de faire un focus group ne nous enlèvera pas ce souhait d'avoir un vote par le plus grand nombre. Excusez-moi, je stresse tellement avec le temps qu'en fait j'ai mangé 5 minutes, il y a encore 5 minutes. Donc on a, je vois qu'il y en a qui sont gourmands. D'autres questions? Oui. Ourien. Bonjour, Bernard Babian, médecin généraliste. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des thèses, si j'ai bien compris, les 17 thèses, parce qu'il y a les 5 de la top 5, mais il y a aussi les autres qui sont intéressants sûrement. Oui. Donc en plus, il y a eu les inhibiteurs de la DPP4 dans le diabète. La lombalgie, enfin l'imagerie dans les lombalgies a été citée mais n'a pas été conservée dans la top 5. Il y a eu l'allopurinol dans l'hyperuricémie asymptomatique. Il y a eu pardon ? Les IPP. Évidemment, les IPP au long cours, ils y étaient. Pardon ? Les mammoths de dépistage y étaient aussi. J'ai ma souffleuse au 2e rang. Parce que je me souviens plus de tout. Les antitussifs y étaient également. Les vasodilatateurs, exactement, dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il y a dû y avoir l'homéopathie, bien sûr. Donc celui-ci, vous le trouverez même. Alors celui-ci, vous le trouverez dans Exercer. C'est le premier qui a été publié. Donc vous aurez tout dans Exercer. Le protocole de l'étude est également publié dans Exercer. Les deux derniers, la mammo, on l'a cité, je crois. Et il m'en manque 2. Tramadol chez les patients âgés, exactement. Le tramadol, oui, c'est un antalgique, pardon, un traitement de la douleur, et les anti-inflammatoires exactement dans les sinusites et dans les sinusites d'ailleurs. C'est bien déjà. Voilà. Donc ça, c'était les 15. Et ils sont 17 internes parce qu'en fait, les benzodiazépines, on est tombé sur un énorme os. Il faut savoir que la Cochrane est dessus depuis 2012. Voilà. Et ils auraient dû sortir leur méta-analyse depuis maintenant 3 ans. Et ils sont encore en train de se casser les dents dessus. On les a stimulés tous les 6 mois pour savoir si ça y est, c'était bon, on pouvait s'appuyer sur eux. Et tous les 6 mois, ils nous disaient non, pas encore, on n'y arrive pas. Non, pas encore, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un énorme os, ces benzodiazépines. Donc on a 3 internes qui ont travaillé dessus. Encore une question, et puis bonjour, Jean-Luc Martin, infirmier à la retraite. Simplement, j'ai fait beaucoup de soins à domicile et le contexte de vie des patients est très variable d'un domicile à un autre. Et les habitudes alimentaires, parce que voilà, donc ça peut faire varier le résultat des traitements. Je pense à ceux qui boivent notamment de l'alcool tous les jours. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans cette étude de l'approche patient, vous avez pu faire une approche affinée de ce domaine-là. Alors, on n'a pas encore lancé l'étude auprès des patients. Et c'est une question à laquelle on peut réfléchir. Pour l'instant, on n'a pas encore lancé, donc on est bloqué sur rien. Ouais.
François Pesty, je suis pharmacien, membre de Princeps. Est-ce que dans les travaux de thèse sont remontés certains freins ou leviers, à contrario, y compris avec les patients? Alors je pense, ce n'est pas des méta-analyses sur le sujet, par exemple antibiotiques dans la bronchite aiguë, mais c'est le fait, par exemple, qu'il y a une surestimation massive qui a été mesurée dans des enquêtes après consultation par des patients de médecins, qui a été interviewé aussi. Il y a une surestimation de la part des médecins des attentes en matière d'antibiotiques, qui est énorme. Oui. Il y a également une surestimation... Très courte et réponse très courte, parce qu'on on a épuisé le temps. Là. Voilà, bon. Est-ce que vous avez eu ce type de remontée? Non. Non, en fait, c'était la littérature, c'était vraiment efficacité-tolérance. Donc, c'est pas ce type de littérature-là qu'ils sont allés chercher. Je suis obligé de faire très rapide dans ma réponse, je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.